Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux copropriétés, les travaux et les audits énergétiques. Nous attendons pas mal de monde aujourd'hui, donc je vais commencer l'introduction en laissant les dernières personnes se connecter, pardon. Le contexte de ce web rendez-vous, c'est que la loi climat a rendu obligatoire pour toute copropriété de plus de 15 ans l'établissement d'un PPT ou d'un plan pluriannuel de travaux, et tout comme la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique. Et j'ai des soucis pour dérouler mes slides. Décidément, aujourd'hui, on a déjà eu quelques soucis en commençant. Ça y est, ça se débloque. Donc, nous allons passer à peu près 1 heure ensemble pour examiner avec notre intervenante les différentes obligations concernant le plan pluriannuel de travaux et le DPE. Pour les copropriétés, quel est le calendrier associé? Nous avons choisi de découper l'ordre du jour en 2 parties pour laisser pas mal de place à vos questions. Donc, après cette première partie, il y a déjà un temps d'échange. Et après, dans la deuxième partie, on va évoquer ensemble quels sont les contenus du PPT et aussi quel acteur et quelle qualification est-ce qu'il faut pour établir un projet de PPT ou un DPE pour les copropriétés, suivi donc d'un deuxième temps d'échange. Je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Si vous ne connaissez encore pas, nous sommes le centre de ressources régionales dédié à la construction durable. Toutes nos actions d'information, formation et de sensibilisation visent à aider les professionnels du bâtiment, de les accompagner dans la transition énergétique pour obtenir, in fine, des bâtiments plus vertueux. Je vais vous donner quelques informations pratiques concernant ce rendez-vous. Comme vous l'avez remarqué, vos caméras et vos micros sont coupés. Par contre, vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions. Donc, je vous invite à faire la distinction entre le chat. Le chat, vous pouvez dire que vous ne me voyez pas ou que vous ne m'entendez pas et féliciter notre intervenante. Par contre, pour vos questions, je vous remercie de bien vouloir les formuler dans le module QR que vous trouvez juste à côté du module chat. Déjà parce que c'est plus simple pour moi de lire les questions là. Et deuxièmement, parce qu'on s'engage à vous fournir des réponses écrites à l'ensemble de vos questions. Donc, il se trouve que peut-être qu'on ne peut pas répondre à vos questions dans l'immédiat parce que c'est une nouveauté. Et peut-être qu'aussi on aura besoin de chercher des compléments ou on n'aura tout simplement pas le temps de tout faire. Donc, pensez bien à poser vos questions tout au long dans le module QR. Décidément, j'ai des soucis aujourd'hui. Je vais faire un petit sondage rapide avant de laisser la parole à l'intervenante. C'est tout simplement pour mieux vous connaître, savoir quel est votre profil et quel est votre niveau de connaissance par rapport aux règles applicables aux copropriétés. Donc, je lance le sondage et normalement, vous voyez à l'écran maintenant la première question, quel est votre profil? Est-ce que vous êtes thermicien, architecte, AMO, conseiller France Rénov' ou un syndic ou autre chose? Donc, je vous laisse répondre. Les réponses commencent à arriver assez vite. Aussi, la deuxième question, juste en dessous, quel est votre niveau de connaissance par rapport aux règles applicables aux copropriétés dans le domaine de la rénovation énergétique spécifiquement? Donc, les réponses arrivent. Je vois que tout le monde n'a encore pas répondu. Je vous laisse encore quelques instants pour qu'on ait un échantillon complet. Je pense que ça va s'arrêter là. Donc, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Donc, vous devez voir à l'écran qu'il y a une très grande partie de thermiciens d'entre nous, un tiers, on a 20% d'AMO, on a 13% de conseillers France Rénov' et 15% d'architectes, et aussi une vingtaine de personnes qui se qualifient comme autres. On peut noter l'absence de syndic, mais c'est un peu normal parce que c'est pas complètement la cible du pôle énergie. Aussi, pour savoir quel est votre niveau de connaissance par rapport aux règles qui s'appliquent à la rénovation d'une copropriété. Donc, il y a une grosse majorité d'entre vous qui se qualifient
comme intermédiaires et qu'une toute petite partie qui se sentent comme confirmées. Donc, je vais arrêter le partage et on va poursuivre. Je vais laisser la parole à Camille Morel. Camille, vous êtes responsable du pôle rénovation à l'association ARC, donc l'association des responsables de copropriété. Donc, je vais vous laisser ouvrir votre caméra et votre microphone. Et moi, je vais partager un autre document. Donc, bienvenue Camille. Donc, alors bonjour, donc moi je suis Camille Morel, donc responsable du pôle rénovation à l'association des responsables de copropriété, qui est une association tournée vers les copropriétaires, conseillers syndicaux et syndics bénévoles pour les assister, les aider, les accompagner dans la gestion de leur copropriété. Et donc on a plusieurs pôles, pôle juriste, pôle contrôle des comptes et pôle rénovation. Donc, alors, juste pour préciser, parce que ça, on a eu un peu de difficulté, c'est moi qui vais dérouler les slides, donc on s'excuse par avance s'il y a un petit décalage. On va faire au mieux, toutes les deux. Je vous laisse la parole, Camille. Alors, donc le principe aujourd'hui, c'était de vous présenter un peu les nouvelles obligations qui incombent aux copropriétés et le contexte dans lequel elles sont apparues. Donc, un petit préambule déjà préalable sur l'obligation progressive de rénover les immeubles pour conserver l'habitabilité des logements. Et donc, la loi climat, en fait, a instauré le fait que, à partir de maintenant, les logements sont classés en fonction de leur étiquette énergétique. Et donc, cela implique en fait l'article 173-2 du Code de la construction qui a été créé donc, dans le cadre d'une ordonnance en janvier 2020 qui définit qu'un logement est habitable en fonction de son classement énergétique. Donc, les conséquences de ça, c'est que à terme, en fait, on va avoir au moment d'une vente ou d'une mise en location l'information du classement énergétique. Alors, ça existe déjà, mais il va y avoir progressivement l'information des conséquences pour un logement d'être classé G, F ou E, puisqu'il sera par défaut défini comme non habitable. Et donc, l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver en fait à un déclassement des appartements qui seraient classés F, G et E. Donc, en parallèle, donc, il y a la loi climat qui a interdit l'augmentation ou la révision des loyers en zone tendue à partir du 22 août 2022, donc pour les logements classés G. Et la loi aussi a créé donc l'interdiction en fait de pouvoir signer un bail pour des logements classés F, G et E. Donc cette interdiction va être progressive dans le temps, puisque en fait la loi climat en fait s'adosse sur la loi de 1989 qui régit les baux d'habitation. Et donc elle a donc modifié, la loi climat a modifié la loi de 89. Donc un logement décent est défini également par son étiquette DPE. Donc, un logement est décent si au 1er janvier 2025, il est classé de A à F. À partir du 1er janvier 2028, un logement est décent s'il est classé de A à E. Et à partir du 1er janvier 2034, il est décent s'il est classé de A à D. Donc, c'est ça le côté progressif qui a été apporté. Alors, en deuxième, donc on arrive sur la première partie, pardon, qui se concentre sur les obligations concernant donc le PPT, plan pluriannuel de travaux, et le DPE collectif pour les copropriétés. Alors, le plan pluriannuel de travaux, PPT, donc, a été créé par l'article 171 de la loi climat,
qui a modifié en fait la loi du 10 juillet 65, qui est la loi qui régit les copropriétés. Donc aujourd'hui, le plan pluriannuel de travaux s'impose pour toutes les copropriétés ayant réceptionné les travaux de construction depuis plus de 15 ans, et il est sur une notion de durée de 10 ans de validité. Donc le plan pluriannuel de travaux doit être présenté en assemblée générale et mis au vote. Et dans l'année qui suit son élaboration, et il doit à terme intégrer le carnet d'entretien qui existe déjà dans toutes les copropriétés. Donc la loi climat a créé l'article 14-2-1 dans la loi de 1965 pour définir les exigences en matière de constitution et d'usage du plan pluriannuel de travaux. Et donc la spécificité nouvelle, c'est que le fonds travaux qu'on appelle parfois le fonds Allure, qui existait déjà donc, et bien maintenant, il va s'articuler avec le plan pluriannuel de travaux. Donc pour mémoire, le fonds travaux, c'est une cotisation qui est alimentée par le syndicat, c'est-à-dire par les copropriétaires, de manière annuelle. Et la nouveauté, c'est que le montant de la cotisation annuelle à voter en assemblée générale ne pourra pas être inférieur à 2,5% du montant des travaux indiqués dans le PPT. Et si on ne vote pas de plan pluriannuel de travaux à l'assemblée générale, le montant de la cotisation annuelle ne pourra pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel, qui est en fait la règle actuelle, qui est la règle avant que la loi climat articule le fonds travaux avec le PPT. Donc l'assemblée générale peut décider de suspendre les cotisations du fonds travaux lorsque son montant excède celui du budget prévisionnel, ou bien lorsque le fonds a déjà atteint 50% du montant des travaux prévus au plan pluriannuel de travaux. Donc nous, de notre point de vue à l'ARC, le PPT est un outil de gestion pour les copropriétés, puisqu'il permet de constituer ce fonds travaux sur les bases des besoins réels du bâtiment grâce au PPT, et non pas sur un budget prévisionnel qui peut être déconnecté de la réalité des travaux à engager, puisque le budget prévisionnel en copropriété, c'est le budget des charges courantes qui n'inclut pas les travaux de gros entretien. Alors, donc maintenant, on arrive sur le deuxième obligation, qui est le diagnostic de performance énergétique, DPE, collectif. Donc, c'est la loi climat qui l'instaure et qui modifie un article du Code de la construction et de l'habitat, qui donc stipule qu'aujourd'hui, tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un DPE. Donc, pour une copropriété, c'est un DPE collectif. Donc, ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsque le diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment est classé A, B ou C. Donc, il faut savoir que le 1er juillet 2021, c'est une date importante parce qu'il y a eu une réforme des DPE pour fiabiliser. Donc, c'était un des objectifs du plan de rénovation énergétique des bâtiments lancé par le gouvernement en avril 2018. Et donc, il y a eu un ensemble de décrets qui sont parus. Il y en a d'autres encore qui sont à apparaître pour modifier, fiabiliser le DPE. Donc, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on a alors, je veux bien que vous passiez les slides, Lina, s'il vous plaît. Donc, c'est la méthode de calcul de DPE qui a été modifiée avec l'abandon de ce qu'on appelait avant la méthode facture. Les critères d'usage qui, avant, étaient basés sur 3 postes de consommation sont passés à 5 postes de consommation, donc c'est-à-dire comme pour l'audit énergétique. Et l'étiquette énergétique a changé. Maintenant, il y a une nouvelle étiquette qui fonctionne à 2 entrées, c'est-à-dire étiquette avec les consommations énergétiques et l'étiquette des émissions de gaz à effet de serre
qui ont fusionné en une seule pour établir un résultat de DPE sur la valeur la plus pénalisante. Donc ça, c'est important. On peut avoir une bonne étiquette des consommations énergétiques parce qu'on ne consomme pas beaucoup, mais si on a beaucoup de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre, alors l'étiquette finale du DPE sera celle des émissions de gaz à effet de serre et inversement. Et donc aujourd'hui aussi, le DPE devient opposable juridiquement comme en fait les autres diagnostics immobiliers, puisque à l'époque, en fait, avant le 1er juillet 2021, les DPE étaient à titre informatif. Donc aujourd'hui, dans un DPE, les seules informations à caractère informatif sont les recommandations de travaux. Alors là, je vous ai présenté donc les anciennes étiquettes DPE qui sont bien connues, qui sont plus valables, et maintenant les nouvelles étiquettes à double entrée. Donc comme vous pouvez le voir donc, au centre, hein, donc on a l'étiquette avec à gauche les kilowattheures, à droite les CO2, les émissions de gaz à effet de serre. Et puis bon, le gouvernement a fait le choix de faire un petit focus à droite sur l'échelle des gaz à effet de serre. Donc, on voit que là, ben, c'est 52, ça correspond à l'étiquette E. Donc, on est bien en E. Alors que si jamais vous voyez à droite l'échelle qui est apparue, où là, on a bien les deux informations, donc l'échelle à gauche qui correspond au kilowattheure consommé et l'échelle juste à côté à droite qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, dans l'exemple qui a été mis à l'écran, on a donc 52 qui est bien une étiquette E en gaz à effet de serre, mais 216, c'est normalement une étiquette C, d'accord? Ou attendez, C ou D? Là, tout d'un coup, j'ai un doute. Attendez, A, B, C. Non, c'est ça, c'est C. Et donc, l'étiquette de cet appartement ou de cet immeuble qui a été diagnostiqué est E à cause, en fait, des émissions de gaz à effet de serre. Alors, sur la slide d'après, j'ai fait un petit focus pour indiquer qu'aujourd'hui, il semblerait que l'obligation de réaliser un audit énergétique en copropriété a disparu, hein, puisque avant la loi Grenelle, donc en 2010, avait créé l'obligation pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots, alors là il manque le 50 dans le titre, étaient obligés de réaliser un audit énergétique ou un DPE. Donc le DPE, c'était pour les copropriétés en chauffage collectif de moins de 50 lots. Donc aujourd'hui, on voit que les articles de loi ont été modifiés. Cependant, certains articles n'ont pas encore été modifiés, mais si on va voir les versions futures au 1er janvier 2023, c'est-à-dire dans un mois, eh bien, les mentions de l'audit énergétique ont disparu. Donc, on en a déduit qu'il y a une fin progressive de cette obligation qui est donc remplacée par une obligation unilatérale pour toutes les copropriétés en chauffage collectif ou en chauffage individuel de réaliser un DPE collectif. Donc, pour mémoire, le DPE et l'audit énergétique ne reposent pas du tout sur la même méthodologie de réalisation. Un DPE est un outil d'observatoire général qui standardise les bâtiments pour pouvoir les comparer entre eux et offrir des informations linéaires et donc par conséquent relativement théoriques, alors que l'audit énergétique est un outil de diagnostic thermique qui repose sur une méthode comportementale qui, elle, est basée en fait sur des relevés sur le terrain pour déterminer les consommations réelles de la copropriété pour être au plus proche en fait de la réalité. Donc on voit bien qu'on a un changement un petit peu de stratégie du gouvernement qui met maintenant l'accent sur une prise de mesure unilatérale et de pouvoir déterminer les consommations de tous les bâtiments sur des méthodes uniformisées.
Donc, le calcul des consommations énergétiques, donc quel moteur de calcul? Donc, selon l'objectif de calcul, justement, ce qu'on essaye de faire, donc principalement là aujourd'hui un DPE, on parle de calcul conventionnel ou de calcul réglementaire. Donc, par défaut, l'audit énergétique était plutôt axé sur des calculs prévisionnels. Donc, le calcul conventionnel est réalisé dans un contexte réglementaire et sert à afficher une référence de performance comparable, hein, entre bâtiments et éventuellement à démontrer la conformité à une exigence, donc en construction neuve ou en réhabilitation lourde. Donc, ce qu'il apparaît, c'est que consommation réglementaire égale consommation conventionnelle. Parce que parfois on fait un peu l'amalgame, mais c'est bien exactement la même chose. Donc, le calcul conventionnel est défini par un calcul en méthode THCEX, donc qu'on peut utiliser aussi dans les audits énergétiques, ou en méthode 3CL-DPE. Et c'est un calcul qui est exprimé en énergie primaire, qui est différente de l'énergie finale qu'on retrouve sur les factures, sur les factures. Donc, dans un audit énergétique, on peut utiliser donc une méthode THCEX en doublon des calculs de la méthode comportementale, hein, puisqu'un audit énergétique, il a 2 types de calculs différents à l'intérieur de l'audit. Alors qu'en DPE, il n'y a qu'une seule méthode qui est la méthode, qui est un calcul conventionnel. Et ce calcul conventionnel correspond en fait à des usages en fait prédéterminés de conditions climatiques, de conditions d'occupation et d'utilisation du bâtiment. Donc en fait, certains paramètres sont déterminés à l'avance et c'est pour ça qu'on peut comparer les bâtiments entre eux. Donc le principal curseur qui est intéressant de comprendre, c'est par exemple une copropriété dans laquelle il ferait 24 degrés dans les appartements. Bien, un audit énergétique prendrait en compte le fait qu'il fait 24 degrés dans l'appartement, alors que sur la base d'un calcul conventionnel en DPE, par exemple, on va considérer que la température, c'est la température conventionnelle, donc à 19 degrés ou 20 degrés. Donc là, je ne me rappelle plus, mais avant, c'était 19 degrés. Je crois qu'il y a eu une réforme pour dire que c'est 20 degrés. Voilà. Alors, quel est le calendrier des obligations? Donc, pour établir un plan pluriannuel de travaux et le présenter au vote de l'assemblée générale, donc il y a 3 seuils, donc en fonction du nombre de lots principaux qu'il y a dans les copropriétés. Donc, au 1er janvier 2023, les copropriétés de plus de 200 lots devront pouvoir présenter un projet de plan pluriannuel de travaux à l'assemblée générale. Au 1er janvier 2024, ce sont les copropriétés entre 51 et 200 lots principaux qui devront pouvoir présenter ce projet. Et au 1er janvier 2025, c'est toutes les copropriétés de moins de 50 lots principaux. Concernant le DPE collectif, eh bien, l'obligation, elle, intervient selon le même schéma, mais 1 an plus tard. Ce qui n'est pas forcément très logique puisque, le plan pluriannuel de travaux, vous allez le voir après, on va vous l'expliquer, est défini à partir d'un DPE. Donc, bon, là, ça fait partie des interrogations, qu'on n'a pas résolues, on ne sait pas pourquoi le gouvernement a fait un calendrier comme celui-là. On aurait plutôt eu tendance à faire l'inverse. Voilà. Donc pour le DPE collectif, donc c'est au 1er janvier 2024 que les copros de plus de 200 lots doivent disposer du DPE et on décline après d'un an en un an pour les copropriétés suivantes. Parfait, merci beaucoup Camille pour cette première partie. Nous avons quelques questions et je vais vous transcrire à l'oral, comme ça vous n'allez pas à vous occuper de chat. Une première question, là vous avez énoncé l'obligation progressive selon l'étiquette. La toute première question est, il n'est pas fait mention de l'étiquette G dans cette présentation. Est-ce qu'il y a un calendrier prévu ou associé à l'étiquette G?
Alors, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire que là, c'était dans le préambule que je Oui, vous oui, avais, c'est dans le préambule sur dans il le est repris. préambule, en fait, on voit que, on considère alors oui, vous avez raison, j'ai pas mis le calendrier par rapport à ça, Non, ça mais parce s'arrête que à en fait, F1. il rejoint, en fait, le calendrier de la décence, en fait. D'accord, C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2028, un logement décent, il est classé de A à E et les conditions d'habitabilité d'un logement, c'est pareil. C'est d'accord, à partir, en fait, donc du 1er janvier 2025 que les appartements G, en fait, posent problème et pour, les appartements F et G ou les immeubles F et G, c'est à partir du 1er janvier 2028. d'accord. Très bien, c'est clair. Deuxième question, est-ce qu'un bâtiment qui vient de subir une rénovation énergétique globale doit également faire un PPT? Alors le PPT, en fait, et c'est vrai qu'il est obligatoire. Donc après, vous allez avoir un DPE qui devra être fait de toute façon aussi. Donc si le DPE, il indique que vous êtes, classé A, B ou C, ça va forcément induire un plan pluriannuel de travaux avec peut-être moins, de travaux de type énergétique. Voilà. Mais D'accord, ouais. peut-être qu'il y aura d'autres types de travaux et peut-être qu'en effet, le plan pluriannuel de travaux sera, relativement, vide, Oui, mais ça reste une obligation. mais ça reste une obligation. D'accord. J'en profite pour confirmer que vous aurez bien le support de présentation, vous aurez accès au replay et vous aurez les réponses aux questions par écrit aussi, après sur le site du pôle énergie. Voilà, OK. Ensuite, euh, il y a quelques commentaires qui sont des commentaires. Il y a la confirmation que c'est toujours 19 degrés en moyenne pour les calculs selon la D'accord. méthode réglementaire. Est-ce qu'il y a un document type ou rapport type pour faire le PPT? Je pense qu'on va en parler plus tard, non? Alors moi nous, on a des propositions, oui, mais aujourd'hui, il y a juste, je vais vous le présenter après, il y a l'article Oui, de loi qui liste en fait ce que doit contenir un PPT. Mais il n'y a pas de méthodologie ou il n'y a pas de décret qui viendrait, définir plus, le contenu. oui. Euh, Après, c'est plus des constats que le DPE ne donne que des recommandations énergétiques et est insuffisant pour donner des informations techniques que sont mentionnées dans les audits plus complets. Je pense que tout le monde est d'accord Tout à là-dessus. fait. Alors ça, du coup, on va le voir un petit peu en deuxième Ouais, partie, quand on va développer les contenus. ouais, je pense que on a répondu aux principales questions et faut pas, attendez, je vais partager l'écran à nouveau et vous allez pouvoir poursuivre et comme ça on prendra toutes les questions qui suivront à la fin. Donc là, on arrive au contenu. Je vous relaisse la parole. Oui, merci. Alors donc les contenus. Donc, au niveau du DPE collectif d'un bâtiment, collectif, donc, les contenus, correspondent en fait alors il faut se rappeler, hein, que le DPE, c'est un format, qui est défini par la loi, comme un formulaire administratif et donc, le contenu, c'est la description, des bâtiments, la surface, les murs, les fenêtres et cetera, les équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, les consommations d'énergie estimées par une utilisation standardisée du bâtiment, heu et les recommandations qui sont, elles, comme je vous disais tout à l'heure, à titre informatif. Donc avec, des mesures pour économiser l'énergie, des conseils d'usage.
Donc la collecte des données sont essentielles et nécessaires à l'établissement du DPE. Donc en copropriété, en effet, c'est auprès du syndic que l'auditeur doit pouvoir s'informer. Alors je ne sais pas si vous pouvez passer les slides, Lina? Merci. Donc en fait, c'est le syndic des copropriétés qui va fournir les éléments en sa possession, donc plans, données sur les équipements collectifs, les consommations d'énergie sur la base des factures et tout ce qui peut disposer pour renseigner les caractéristiques de construction et d'isolation du bâtiment. Et donc c'est pour ça que le rôle du conseil syndical peut être assez central, puisque, comme vous le savez, les syndics sont des prestataires, ils sont mandatés, mais ils peuvent changer d'une année à l'autre. Et donc, la question des archives et des données comme ça qui concernent la copropriété est centrale. Donc, c'est pour ça que les auditeurs doivent absolument impliquer les conseillers syndicaux dans la recherche des documents. Alors, la nouveauté du nouveau DPE 2021, c'est qu'il a été rendu possible la génération d'un DPE à l'appartement à partir du DPE collectif de l'immeuble par extrapolation. Et donc, et notamment du coup de pouvoir considérer qu'on établit des DPE individuels sans avoir visité les appartements. Mais il faut être conscient que cette possibilité qui est offerte aux diagnostiqueurs ne pourra pas être faite de manière systématique puisqu'il faut une certaine homogénéisation des appartements, mais aussi des productions de chauffage et d'eau chaude. Donc, par exemple, dans un immeuble des années 80 où on peut peut-être avoir une unité de construction et des systèmes semblables, peut-être qu'il le fera. Sur un DPE collectif d'un bâtiment chauffage collectif, si globalement tout le monde a changé ses fenêtres, par exemple, on pourrait considérer que le diagnostiqueur pourra le faire. Mais dans des immeubles anciens avec des systèmes de chauffage complètement différents, hein, ceux qui utilisent de l'électricité ou des chaudières gaz, et cetera, qui ont isolé ou pas leurs murs, qui ont changé ou pas leurs fenêtres, eh bien, à ce moment-là, le diagnostiqueur ne pourra pas sortir des DPE à l'immeuble. Alors, donc là, on arrive sur le contenu du projet de plan pluriannuel de travaux. Donc là, il faut bien comprendre que c'est une définition générale, qu'il n'y a pas de modèle type. Donc c'est l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 65 qui liste donc ce que doit contenir un PPT. Donc la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une estimation du niveau de performance des travaux, donc quelque part les gains énergétiques qu'ils peuvent générer, une estimation sommaire du coût des travaux et leur hiérarchisation. Donc hiérarchisation qui est en fait reprise dans une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaîtrait nécessaire dans les 10 prochaines années. Donc ça, c'est la définition, on va dire, légale. Et donc là, je vous propose un exemple, par exemple, de à quoi ça pourrait correspondre. Donc on aurait donc un tableau comme celui-ci avec, donc je vais faire apparaître les colonnes. Donc vous avez à gauche, je veux bien que vous cliquiez, Lina, s'il vous plaît. Donc à gauche, vous avez, voilà, donc, alors en haut, je vous ai mis les termes. Donc on pourrait imaginer comme ça des codes couleurs pour dire, ben voilà, court terme de 1 à 3 ans, moyen terme de 2 à 6 ans, long terme de 5 à 10 ans. Donc ça, ce n'est pas défini par la loi, c'est nous qui proposons une définition comme celle-là. Et donc après, donc le tableau est organisé donc avec, donc à gauche,
si vous cliquez, Lina, on va voir que ça va, voilà. On a le poste qui est listé, donc la cour, la façade, la toiture, les évacuations des eaux usées, les alimentations d'eau, et les types de travaux à envisager, donc des réfections, des ravalements, qui vont être écrites de manière un peu détaillée, juste pour qu'on comprenne la teneur des travaux. Puis, on a les gains énergétiques avec le pourcentage des gains et le nombre de kilowattheures qui pourraient être économisés. Donc, pour les postes de travaux qui ne concernent pas l'énergétique, comme par exemple l'évacuation des eaux usées, eh bien, bah là, c'est sans objet, hein. Par contre, évidemment, on va avoir le niveau de performance thermique de la recommandation, donc au milieu. Je veux bien que vous cliquiez, Lina, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, ça correspond en fait, par exemple, si jamais je fais une prescription en disant ravalement de la façade côté rue, donc avec une isolation thermique par l'extérieur, par exemple, eh bien, le gain énergétique de 25%, il aura été obtenu avec un isolant présentant une résistance de 4,4 mètres carrés par Kelvin watt, je crois, de performance de l'isolant. Donc, si jamais l'isolant était moins performant, hein, eh bien, le gain énergétique serait forcément moins performant. Donc ça, c'est important de retenir, hein, puisque les thermiciens ou les diagnostiqueurs qui feront les calculs, eh bien, ils vont forcément se baser sur des hypothèses. Ces hypothèses, elles peuvent suivre la réglementation thermique existante, mais elles peuvent aller plus loin, soit pour avoir des aides financières, soit justement pour aller plus loin, pour essayer d'avoir un maximum de gains énergétiques. Et donc, c'est là que c'est important de pouvoir prendre du recul sur ce type de préconisation et s'assurer du fait que c'est possible ou pas. Hein, puisque si jamais je mets un isolant avec une résistance de 4,4, eh bien, ça veut dire que je vais avoir une certaine épaisseur. Et donc, dans certains bâtiments, ce n'est pas possible de mettre certaines épaisseurs. Donc, c'est là toute la complexité du plan pluriannuel de travaux. Il faut quand même que ce qui est écrit à l'intérieur de ce plan soit des choses bien concrètes et bien réalisables. Et bien sûr, pour finir, la colonne avec le coût estimatif. Donc là, on a mis un coût TDC pour être plus clair, hein. Souvent, en copropriété, on parle de coût TTC, hein, puisque les copropriétaires, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont payer. Donc les coûts hors taxes ne sont pas mis en avant, mais plutôt les coûts TTC. Et là, on a mis TDC, c'est-à-dire toutes dépenses comprises, puisqu'elles peuvent inclure aussi d'autres types de dépenses comme la maîtrise d'œuvre ou certains diagnostics complémentaires. Donc après, le tableau termine par le total et une proposition de calcul de la cotisation annuelle qui est donc calculée sur 2,5% du montant total. Donc là, j'ai remis la règle qui dit que c'est 2,5 au minimum ou 5% du budget prévisionnel. Alors, donc ça, c'était une proposition, de présentation. Personne n'a dit que ce sera comme ça, mais c'est pour faire une idée. Et là, je voulais faire un petit focus pour dire que le plan pluriannuel de travaux s'oppose a priori à la notion de bouquet de travaux ou de scénarii. Donc, pour mémoire, en fait, les bouquets de travaux, les scénarios de travaux, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé depuis 10 ans dans le cadre des audits énergétiques. Et là, avec le plan pluriannuel de travaux, on a l'impression que cette notion va disparaître. Alors qu'il semble qu'il ne faut surtout pas qu'elle disparaisse, puisque il y a des aides financières importantes qui reposent sur la notion de bouquet de travaux. Donc, MaPrimeRénov' en copropriété, il faut pouvoir avoir 35% de gains énergétiques, mais on a aussi la fiche BAR
TH145, de certificat d'économie d'énergie, qui requiert aussi 35% de gain énergétique pour pouvoir la mobiliser. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'entre un état existant, par exemple à 382 kWh, et un état de projet à 220, eh bien, j'ai un gain énergétique. Si vous cliquez, Lina, on va voir, j'ai un gain énergétique de 42%. Et on sait que c'est ce genre de projection qui permettra de rendre éligible le syndicat des copropriétaires aux aides financières. Et donc, de notre point de vue, le plan pluriannuel de travaux, en fait, il doit s'articuler justement avec les bouquets de travaux et pour pouvoir garantir aux syndicats de s'engager sur un plan qui va vers des perspectives de rénovation énergétique et de financement avec les aides financières. Alors, comment établir un projet de PPT? Donc, le plan pluriannuel de travaux, donc qui comprend donc, alors la description, on vient de vous la faire, mais donc le législateur dit, il va être réalisé à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble et du DPE. Ou il peut aussi être réalisé à partir d'un DTG. Voilà. Donc, analyse du bâti, des équipements, c'est un état des lieux techniques général avec une liste des travaux à envisager à court, moyen et long terme. Un DPE, on l'a présenté tout à l'heure, c'est le diagnostic de performance énergétique qui peut, si jamais il est fait après l'analyse du bâti ou en même temps que l'analyse du bâti, il peut quand même prendre des ressources sur l'analyse du bâti. Ou alors, donc, on peut réaliser un PPT à partir du DTG. Donc, en effet, le DTG n'est pas obligatoire, c'est un diagnostic qui doit être mis à l'ordre du jour des assemblées générales pour savoir si les copropriétaires veulent le réaliser ou non. Donc, le législateur aujourd'hui ne l'a toujours pas rendu obligatoire. Ce qu'il a rendu obligatoire, c'est le fait de faire un PPT. Donc, les copropriétés ont le choix pour réaliser leur PPT de faire soit l'analyse du bâti des équipements plus un DPE, soit de faire un DTG dans lequel est compris le DPE. D'accord. Sauf que le DTG a plus d'éléments et il repose aussi sur une méthodologie de réalisation par défaut, puisqu'il faut bien pouvoir articuler toutes ces parties, qui est plus poussée que la solution alternative. Bon, maintenant, on sait qu'un DTG peut valoir pas mal d'argent et donc pour les petites copropriétés, ce n'est pas évident à financer. Donc, on sait là que dans les années qui vont arriver, on va avoir différents types de PPT qui seront élaborés dans un cas ou dans l'autre. Donc, dans le diagnostic, dans le DTG, c'est vrai que on peut considérer une option en ingénierie financière, mais qui n'existe pas aujourd'hui. En fait, le DTG n'impose pas d'ingénierie financière. Alors, donc pour parler du DTG, en fait, je voulais faire un petit focus sur le référentiel qui a été créé dans le cadre d'un groupe de travail organisé par l'Agence parisienne du climat et par l'ARC, qui a réuni un certain nombre de professionnels, bureaux d'études thermiques, architectes, syndics, opérateurs aussi. Et donc, un référentiel a été écrit pour pouvoir déterminer un contenu et une méthodologie de réalisation qui s'adapte à toutes les tailles de copropriété, tant en chauffage collectif qu'individuel, et tant pour des bâtiments de type ancien que des bâtiments récents. Donc, la chronologie, c'est qu'on a commencé les groupes de travail au printemps 2019. On a abouti à la création du référentiel en automne 2020 qui a été mis en ligne sur le site de l'Agence parisienne du climat, notamment. Et aujourd'hui, on est en train justement de le mettre à jour avec la loi climat pour intégrer le DPE et intégrer la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux.
Donc, ce qui est intéressant avec le DTG, c'est que justement, on propose de combiner le projet de PPT, qui du coup est intégré dans le DTG, avec les scénarios de travaux. Et l'idée, c'était ça, c'était de surtout pas perdre l'idée de pouvoir proposer aux copropriétés quand même des bouquets de travaux. Donc, tout en respectant la réglementation, le référentiel apporte différentes étapes de réalisation du DTG, les moyens techniques pour réaliser le DTG, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment cités, les qualifications des auditeurs, donc ça, on les reprend, mais elles sont déjà définies par la loi, on va le voir après en dernière partie. Et ce dont on parlait tout à l'heure, une option d'ingénierie financière pour le financement des travaux qui, on le sait, en copropriété est centrale pour pouvoir projeter les copropriétaires dans le financement des bouquets de travaux, notamment grâce aux aides financières. Donc, le DTG, il repose sur 20 fiches pratiques par poste de diagnostic, ce qui permet de garantir un peu un contenu aux copropriétés et d'unifier un petit peu les DTG les uns entre les autres. Alors là, c'était un focus, mais que j'aurais peut-être pas dû laisser. Mais je sais que c'est des choses qui vont s'étendre. Mais si vous voulez, aujourd'hui, pour faire le DTG, les syndicats des copropriétaires peuvent avoir le droit à des aides financières. Et en tout cas, sur Paris et Métropole Grand Paris, il y a cette aide financière qui est conditionnée au fait de respecter le référentiel DTG et le fait que les professionnels doivent être inscrits sur la plateforme CoachCoPro, être référencés, enfin qu'ils aient leur qualification RGE études. Voilà, mais j'ai entendu dire que ce type d'aide financière pour réaliser les DTG est en train de s'étendre sur d'autres territoires. Donc là, je voulais vous montrer un exemple en fait d'un DTG qui suit le référentiel DTG. Voilà, donc pour vous donner un peu l'idée à quoi il peut ressembler. Donc, on a la page de garde, la présentation générale, les tableaux de bord de gestion technique. Et alors, je veux bien que vous passiez, puisque là, c'est rapide. Hein. Il y a les fiches par poste. Donc là, on a la toiture. On a un exemple par rapport à l'analyse énergétique, le résultat de l'analyse énergétique avec les étiquettes. Un focus d'amélioration thermique qui sont en fait des exemples de ce que pourraient faire les copropriétaires pour isoler leur bâtiment. Donc, ça vient expliquer de manière générale en quoi consiste une isolation thermique par l'extérieur, par exemple. Puis, à la fin de la fiche, il y a un focus qui est fait pour dire, dans votre copropriété, si on isole par l'extérieur avec un isolant qui fait 4,4, par exemple, eh bien, on a un gain énergétique de, donc là, c'est marqué 30%. Voilà. Et après, du coup, on a là, c'est un focus sur à quoi ressemble du coup une fiche par poste, donc avec chaque rubrique à l'intérieur de la fiche de poste qui est qualifiée. Et donc, on a fait une déclinaison justement pour que chaque fiche de poste puisse être à peu près complète. Et on les a déclinées donc par chapitre, c'est-à-dire tout ce qui est enveloppe et structure, sous-sol, cave, stationnement, ventilation, réseau d'eau, réseau d'énergie, équipement de production de chauffage, équipement haute, circulation intérieure, locaux communs, espace extérieur et cadre de vie. Donc ça, c'est des fiches types que vous pouvez retrouver donc dans le référentiel DTG. Et après, donc voilà, ce qu'on a proposé, c'est qu'on a un projet de PPT sur la gauche. Donc, c'est les postes de travaux avec les travaux envisagés, le coût estimatif, les gains énergétiques qui sont donc classés par ordre de priorité. Et on a après des slides, enfin des propositions de scénarios qui vont reprendre les éléments du PPT, mais qui vont les articuler dans un bouquet pour après proposer donc l'option de l'ingénierie financière qui va présenter les possibilités de financement. Alors, qui peut établir un PPT et un DPE? Alors, pour établir un DPE, eh bien, en fait, cela doit être un diagnostiqueur, c'est-à-dire un professionnel indépendant
et qui est certifié pour faire des DPE. Donc, depuis le 1er novembre 2007, la certification des diagnostiqueurs est obligatoire. Donc, elle est établie par des organismes de certification accrédités par le COFRAC. Et aujourd'hui, on compterait environ 8000 professionnels qui peuvent faire des DPE. Donc, à noter que tous les diagnostiqueurs doivent transmettre les DPE à l'observatoire DPE géré par l'ADEME, et notamment à partir du numéro d'identification du DPE, on peut aller vérifier la validité de son DPE sur l'observatoire. Et à savoir aussi qu'il y a aujourd'hui l'obligation pour un diagnostiqueur de fournir au propriétaire le DPE au format XML. Donc ça, on ne le sait pas forcément, mais ça peut être intéressant en fait de le récupérer comme ça au format XML, parce que le jour où on veut refaire le DPE, eh ben, on peut transmettre directement ce format au diagnostiqueur qu'on aura sélectionné pour refaire le DPE. Alors, pour établir un projet de PPT, là, par contre, c'est complètement d'autres types de qualifications. Donc, le décret qui est paru donc, le 25 avril 2022 fixe les compétences. Et donc, il faut que les professionnels aient des compétences dans le domaine du bâtiment, des modes constructifs, des produits et matériaux de construction, des équipements techniques, etc. etc. Je vous laisse lire la slide. Et qu'il ait aussi des compétences dans les domaines législatifs et réglementaires relatifs aux normes sanitaires et de sécurité dans le bâtiment, ainsi que les terminologies techniques et juridiques du bâtiment. Donc, le professionnel doit être diplômé d'une formation Bac+3, soit posséder un titre professionnel ou une certification de qualification de niveau équivalent, donc dans le domaine du bâtiment. Il peut être aussi donc, inscrit à l'ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier. Donc, on peut considérer que sur le profil technique, ça peut être un architecte ou un maître d'œuvre spécialisé dans le bâti. Pour le profil thermique, un bureau d'études thermiques ou un diagnostiqueur immobilier habilité à réaliser des DPE. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de bureaux d'études thermiques qui ont fait passer les certifications DPE à leurs ingénieurs thermiciens pour justement pouvoir proposer le fait de faire des DPE en copropriété. Donc, à noter que la loi prévoit que l'entreprise qui va réaliser le PPT doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance vis-à-vis du syndic, sauf si l'Assemblée générale aurait autorisé à ce qu'il y ait une filiation. Donc, par exemple, un syndic qui va dire, ben voilà, moi, on a une filiale du groupe qui peut faire des PPT, eh bien, le syndicat des copropriétaires pourrait décider de passer par cette entreprise, mais à condition que l'Assemblée générale l'ait voté. Voilà. Et donc, à noter que les compétences pour réaliser un PPT sont similaires que les compétences pour réaliser un DTG. Hein. Donc, le DTG, c'est le décret de 2016 qui listait justement qui pouvait faire un DTG. Et donc, c'est exactement les mêmes que pour le PPT, sauf que pour faire un DTG, il y a aussi des connaissances supplémentaires concernant la gestion financière des copropriétés pour analyser les documents de gestion et la capacité d'investissement du syndicat. Et le DTG contient en fait une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en plus du PPT. Voilà. Mais donc, bon, les articulations aujourd'hui entre le PPT et le DTG ne sont pas évidentes. La loi ne le dit pas. Elle dit juste qu'il faut éventuellement un DTG pour faire un PPT. Et c'est vrai que dans le cadre du référentiel DTG qui a été créé, on a été plus loin en disant ben, il faut que dans un DTG, s'il est conforme au référentiel, eh bien, un projet de PPT est proposé dans le DTG, comme ça, pour faire plus
plus cohérent. Merci beaucoup, Camille. Il nous reste encore quelques minutes pour évoquer ensemble quelques questions. J'ai une première qui concerne le lien entre le DPE et l'audit énergétique. Dans ce contexte que l'on vient d'évoquer, quelle est l'utilité de l'audit énergétique? Alors, aujourd'hui, donc ce que je disais, c'est on a l'impression, si vous voulez, mais on n'a pas la confirmation que l'audit énergétique est en train de complètement, disparaître. Il faut savoir que l'audit énergétique est régi par plusieurs textes réglementaires, donc en copropriété, hein, l'audit énergétique en copropriété. Eh bien, aujourd'hui, en fait, il est constitué d'un double calcul. C'est-à-dire qu'on a, le calcul comportemental, la méthode comportementale, mais on a un doublement des calculs avec, un calcul conventionnel qui n'est pas un DPE, hein. Mais calcul conventionnel et calcul DPE, ça ressemble, hein, puisque c'est la même méthodologie. Et donc aujourd'hui, une copropriété qui aurait réalisé un audit énergétique il y a peut-être 2, 3 ans, 4 ans, en fait, il va être, mal à l'aise parce qu'il va devoir, pour faire son PPT, faire un DPE, ça c'est sûr, et peut-être de demander, à un maître d'œuvre ou peut-être à ceux qui avaient réalisé l'audit énergétique, avec un architecte en plus peut-être, de, faire une mission spécifique pour réaliser un projet de PPT. Mais il faudra de toute façon faire le DPE. Ouais. Ok. Il y a une question aussi concernant le contenu du PPT. Est-ce que c'est obligatoire d'intégrer les travaux de rénovation énergétique dans le PPT ou est-ce qu'on peut faire le PPT sans considérer la performance énergétique? Alors dans la liste qui est indiquée dans la loi, c'est les travaux, pour faire des économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre font partie de la liste. Donc D'accord, le PPT intègre, ces travaux-là. forcément. Est-ce que c'est possible d'obtenir les aides financières, notamment MaPrimeRénov', avec un DTG? Alors MaPrimeRénov', vous pouvez l'obtenir si, la copropriété a voté des travaux qui permettent un gain énergétique de 35. Voilà. Donc le PPT est un outil de gestion qui ne sert pas à voter des travaux. Il sert à voter, un prévisionnel avec une enveloppe qui permet d'établir la cotisation annuelle du fonds travaux. D'accord? D'accord. Mais si jamais je vote le PPT en assemblée générale, ça ne veut pas dire que je vais faire ces travaux-là, puisque je n'ai pas voté de devis, je n'ai pas voté de travaux en tant que tels. J'ai Mmh. juste voté un PPT. Donc l'ANA aujourd'hui, si vous voulez demander une subvention à l'ANA, donc la copropriété, elle doit, voter des travaux et que ces travaux génèrent un gain de, 35. Donc on peut imaginer, si vous voulez, que le plan pluriannuel de travaux comporte, les postes de travaux et les travaux qui permettent de faire un bouquet de travaux de 35 d'économie d'énergie. Mais, à l'issue du PPT, par exemple, eh bien, il faudra missionner un maître d'œuvre qui travaillera sur la conception du bouquet de travaux, générant les gains énergétiques, visés. OK, Donc donc ce sera voté, après, dans une AG ultérieure, en fait. oui, donc ça rejoint à une question. Donc si le PPT est refusé en AG, que se passe-t-il? Ben, ça pourrait Alors, si le PPT est refusé en assemblée générale, donc encore une fois, la cotisation du fonds travaux devra, elle, être de 5 du montant du budget prévisionnel de charges courantes, d'accord? Mais l'année d'après, il faudra représenter un PPT, en fait. C'est-à-dire que, le i c'est un petit peu comme le DTG, en fait, tant qu'on ne l'a pas réalisé, faut le présenter au vote. ouais. Le temps passe vite et on est déjà 14 heures passées. Je vais vous poser une dernière question. Je pense que vous avez fait envie avec le modèle
de rapport, vos propositions d'organisation d'un rapport. Donc, la question est simplement où est-ce qu'on peut trouver le référentiel d'ARC? Alors, c'est le référentiel, donc, le référentiel DTG, donc, qui comporte un PPT, un projet de PPT, a été donc élaboré dans le cadre d'un groupe de travail avec l'Agence parisienne du climat, des bureaux d'études thermiques, des architectes, et cetera, et cetera. Et donc aujourd'hui, vous pouvez le télécharger, voilà, sur le site de l'Agence parisienne du climat. Donc c'est le référentiel, donc qui ne correspond pas à l'exemple que je vous ai montré à l'écran, qui est une concrétisation, si vous voulez, du référentiel. Mais les postes que vous allez voir, enfin, tout est contenu dans le référentiel. Après, c'est juste que chaque auditeur peut après faire un rapport avec le look et la forme qu'il veut, hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, notez que la mise à jour est en cours de réalisation. Donc là, par exemple, si vous téléchargez tout de suite le référentiel, bah, notez que peut-être dans un mois, il sera mis à jour. Il faudra télécharger la version actualisée. Super, c'est bien noté. Et on va, dans tous les cas, comme j'ai répété déjà, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, donc je vais faire une synthèse que Camille va compléter. Donc vous aurez, si votre question n'a pas trouvé sa réponse là tout de suite, vous l'aurez prochainement une fois qu'on a tout synthétisé, pris compte de toutes vos questions. Avant de terminer, je voulais juste aussi vous suggérer 2 autres sources pour aller plus loin concernant la rénovation des copropriétés. Une ressource ADEME de 2021 qui comporte des guides techniques, financières, juridiques, etc. Et puis aussi le site CoachPro que vous devez connaître qui contient aussi pas mal de ressources documentaires. Et pour terminer, ce webinaire fait partie d'une série de 3 webinaires. Le premier du mois d'octobre sur l'audit réglementaire, donc le deuxième aujourd'hui sur les copropriétés, et puis le dernier, le 6 décembre, sur mon accompagnateur Raymond. Donc vous pouvez consulter les replays de tous ces webinaires sur notre site. Et une dernière petite pub, la MOOC Rénovation Performante, qui est une façon gratuite de se former à la rénovation performante, vient de lancer sa 8e session. Donc, vous pouvez vous inscrire et profiter de cette formation gratuite de qualité. Vous pouvez aussi suggérer à vos clients, à vos collaborateurs de suivre cette formation. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup, Camille, pour votre intervention. Merci à tous pour vos participations, vos questions. Et je vous dis à bientôt et surtout au 6 décembre pour le prochain et dernier webinaire de cette série. Au revoir et bonne journée. Au revoir.